Nous allons passer donc à la deuxième partie de ce cours, éco-responsabilité et innovation, et j'ai choisi de vous illustrer notre responsabilité environnementale à travers différentes innovations pour le cas de la production mondiale de plastique. Alors qu'est-ce qu'un plastique? Un plastique, c'est une matière plastique, ou en langage courant un plastique, qui contient différents produits. Tout d'abord une matière de base, que l'on appelle un polymère, et qui est susceptible d'être moulé, d'être façonné, en général à chaud et sous pression. Pour obtenir une matière plastique, à ce polymère, cette matière de base, on va ajouter des additifs. Alors les additifs, ça peut être des choses complètement différentes, ça peut être des colorants, ça peut être des charges, ça peut être des filtres anti-UV, anti-buée, ou bien des antioxydants, tous les additifs qui vous permettent soit par exemple d'alourdir un matériau, c'est le cas par exemple des pneus, ou bien de colorer votre matériau ou de le protéger face au vieillissement, comme par exemple les filtres UV. Donc pour produire par exemple ici cette bouteille de lessive, eh bien on va avoir besoin d'à peu près entre 60 et 80% de PE, le polyéthylène, auquel on va rajouter eh bien, des charges pour rendre votre plastique opaque, et puis différents colorants, et on va ensuite chauffer tout ça, le mettre en forme dans des moules pour obtenir votre bouteille de lessive. Les polymères, qu'est-ce que c'est? Eh bien un polymère, c'est tout simplement une macromolécule qui va être constituée d'unités de répétition que l'on va appeler les monomères. Les polymères, vous en connaissez plein. Et bien tout simplement l'ADN, la cellulose, l'amidon, ce sont des polymères. Et puis il y a bien sûr les polymères synthétiques, comme par exemple le polyéthylène ou le PET, qui constituent les bouteilles en plastique. On va séparer ces polymères selon différentes grandes familles, en fonction de la structure interne de ces polymères. On va retrouver une première catégorie, la catégorie des thermoplastiques, une deuxième catégorie, celle des thermodurcissables, et enfin les élastomères. Les thermoplastiques sont des polymères qui sont caractérisés par des très très longues chaînes, donc des macromolécules qui vont de 10 000 à 100 000 grammes par mol, et qui sont des molécules qui sont linéaires, qui ne sont pas attachées entre elles. Ces thermoplastiques sont des polymères qui ont une caractéristique importante, ils ont une température de fusion. Cette température de fusion permet au procédé de plasturgie de pouvoir les mouler. Si je prends par exemple le PET est un plastique qui, lorsqu'il est fondu à 240 degrés environ, peut être liquide et peut ensuite être moulé pour former une bouteille en plastique. Les thermoplastiques, ils ont un gros avantage, c'est le fait qu'ils sont recyclables. Pourquoi? Eh bien, tout simplement grâce à cette température de fusion, qui leur permet eh bien, tout simplement de pouvoir être fondus, moulés et remoulés presque de manière infinie. Deuxième catégorie, la catégorie des thermodurcissables. Les thermodurcissables sont cette fois-ci des polymères avec des chaînes qui sont liées entre elles. On parle de réticulation, ce sont des polymères qui sont réticulés. Lorsqu'on chauffe les thermodurcissables, et parce qu'ils n'ont pas de température de fusion, eh bien malheureusement ces réticulations cassent et on va avoir une dégradation de ces polymères. Alors qu'est-ce que vous connaissez comme thermodurcissable? Eh bien on va retrouver tout simplement tous les composés qui sont très très solides, comme par exemple les boules de billard que vous voyez juste en dessous, ou bien certains matériaux composites, comme par exemple certains lavabos, qui sont en matériaux thermodurcissables, en phénolate. Enfin, dernière catégorie, la catégorie des élastomères. Les élastomères sont en fait des polymères qui sont réticulés mais faiblement. On a vu le cas tout à l'heure du caoutchouc, le caoutchouc qui est constitué en fait du latex de l'EVA. Donc c'est-à-dire que ce sont des chaînes linéaires qui sont ensuite réticulées avec du soufre, et c'est ce qui permet d'avoir une élasticité pour votre composé. Si je résume, on a donc trois familles, une seule famille avec des polymères qui sont facilement recyclables, puisque seuls les thermoplastiques ont une température de fusion qui permet de les rendre liquides et de pouvoir les remouler.
La production de matières plastiques aujourd'hui dans le monde, elle s'élève quand même à 348 millions de tonnes par an, données de 2017, et cette production ne cesse de croître depuis les années 1950, avec la production du pétrole. En Europe, ça représente quand même près de 20%, 18,5%, puisque l'on produit 64,4 millions de tonnes de plastique. Le premier producteur dans le monde est l'Asie, avec 50% de la production plastique produite. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le polyéthylène, le polychlorure de vinyle, donc le PVC, le polypropylène et le polystyrène représentent à eux seuls 66% de la production de plastique. Alors où est-ce qu'on trouve ces matériaux? Le polyéthylène, on en a parlé tout à l'heure, c'est par exemple nos barils de lessive. Nos barils de lessive, ce sont du polyéthylène haute densité, on pourra en reparler tout à l'heure. On le retrouve aussi dans nos sacs plastiques. Le PVC, eh bien, c'est tout simplement tous les plastiques qui constituent nos canalisations d'eau, par exemple, mais aussi nos encadreurs de fenêtres. On a aussi le polypropylène, donc c'est un matériau qui est un petit peu plus rigide, donc on va le retrouver dans tout ce qui est emballage alimentaire un peu dur, ceux que vous pouvez mettre au micro-ondes notamment, les classeurs, et puis bien sûr le polystyrène que vous connaissez bien, puisque c'est les emballages de jouets que l'on avait quand on était enfant. Alors pourquoi tant de succès? Eh bien tout simplement parce que tous ces matériaux, on l'a vu tout à l'heure avec la raffinerie pétrolière, sont très faciles à synthétiser en 4-5 étapes à partir du pétrole brut, à partir du naphtha. On va avoir des propriétés remarquables, ce sont des plastiques qui sont hydrophobes, donc ils flottent, ils n'ont absolument aucune interaction avec l'eau. On va avoir une inertie biologique, donc ils sont très résistants au vieillissement, en conditions biologiques et chimiques. Il est très facile de les déformer, ils sont très légers et bien entendu ils sont très faciles à mettre en œuvre, à mouler, puisque ce sont tous des thermoplastiques qu'il est possible de faire fondre pour avoir un moulage. Malheureusement, bien sûr, ce sont des plastiques qui sont tous issus de ressources pétrolières, donc de ressources fossiles, et on sait très bien que dans un siècle environ, on n'aura plus de pétrole pour pouvoir les produire. Alors comment faire? Autre exemple que je voulais un petit peu vous expliquer en détail, c'est l'exemple de la France par rapport à la production de plastique et les déchets en France plastiques. Alors en France, on produit environ sur 5,7 millions de tonnes de plastique produit, on produit environ 4,5 millions de déchets par an, donc ce qui est énorme. Et ça représente aujourd'hui environ 66 kg par personne et par an de déchets de matière plastique. Parmi ces déchets plastiques, on a quand même une quantité qui va être collectée, mais aussi une grosse quantité qui va partir dans la nature. Donc sur ces 4,5 millions de tonnes de déchets produits, on va seulement avoir 4,4 millions de tonnes qui va être collectées, donc 80 000 tonnes de plastique qui vont finir dans la nature par an. Et on va avoir quand même 11 200 tonnes qui va finir dans la Méditerranée. Parmi ces 4,4 millions de tonnes qui sont collectées, on va seulement avoir 1 million de tonnes qui vont être recyclées, ce qui représente uniquement 22% de la quantité de plastique que vous avez mis dans vos poubelles. Et on va produire tout simplement 70% de déchets qui vont soit finir enfouis, incinérés, soit envoyés dans des décharges, mais pas en France, surtout à l'étranger. Donc on produit une énorme quantité de déchets, et pas seulement dans le monde, mais c'est aussi un cas français. Alors en Europe, justement, cette production de matières plastiques, elle sert à quoi? Alors vous voyez ici dans le graphique que parmi tous ces tonnages de plastique, on va avoir 40% qui va être utilisé pour l'emballage. On va ensuite avoir pour la santé, le sport et l'ameublement à peu près 22% qui va être utilisé. Et puis enfin, le troisième secteur qui utilise le plus de plastique, c'est le bâtiment. Et ça se comprend puisque vous avez énormément de matériaux dont on a besoin dans le bâtiment. On a parlé des canalisations, mais ça peut être par exemple aussi tout ce qui est isolation, ou bien joints, etc., qui peuvent être utilisés dans le bâtiment. Alors,
On peut se poser la question par rapport à ces trois secteurs, hein. Dans le secteur du bâtiment, vous changez quand même pas tous les jours vos canalisations, donc a priori ce sont des matériaux qui sont considérés comme une utilisation durable. Donc on peut dire qu'il est difficile de remplacer ces 21% dans le bâtiment par d'autres matériaux qui seraient renouvelables et plus écologiques. Par contre, ces 40% d'empallage que l'on produit à partir de matières plastiques, leur temps de vie est relativement limité. On peut se demander si, en faisant baisser justement ce pourcentage de production plastique pour les emballages, on ne pourrait pas justement jouer de manière très très favorable sur la production totale de matières plastiques. Alors, voyons un petit peu les alternatives. Alors, une première alternative, eh bien, c'est tout simplement le recyclage. Alors, le recyclage, en quoi il consiste aujourd'hui? Alors, il consiste en recyclage pour créer de nouveaux matériaux. Alors, tout d'abord, on va faire du tri des différents matériaux. Lorsque vous prenez bien tout simplement une bouteille plastique, alors je vais prendre par exemple mon petit gel hydroalcoolique, eh bien, on va avoir tout simplement du tri à faire. Alors, il y a le tri que vous effectuez chez vous pour séparer votre papier de votre plastique et de vos ordures ménagères. Et puis le tri qui va arriver dans le centre de tri. Alors comment on va faire ce tri? Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. On peut utiliser des techniques de densité et on peut utiliser aussi le NIR, c'est-à-dire le NIR infrared, c'est-à-dire les proches infrarouges qui va vous permettre de savoir si le plastique de la bouteille est le même que le plastique de votre bouchon. Pourquoi? Parce que bien entendu, les thermoplastiques ne peuvent pas être fondus entre eux lorsqu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques chimiques. Il est impossible de mélanger du polyéthylène liquide avec du PET liquide. Il faut absolument séparer les deux matériaux si leur structure chimique est différente. Ensuite, il va falloir nettoyer ces matières premières. Ensuite, on va les broyer pour obtenir des paillettes. Et enfin, on va procéder, après décontamination, à une fonte et à la formation de granules. Alors c'est ce que vous voyez dans le schéma en bas. On va obtenir par exemple des petites paillettes de PET recyclées et on va pouvoir les revendre à des plasturgistes qui eux peuvent être intéressés par des matériaux recyclés qui vont pouvoir mélanger avec des matériaux neufs pour obtenir tout simplement des nouvelles bouteilles en plastique comme vous pouvez voir ici. Alors quels sont les problèmes rencontrés? Eh bien tout simplement, dans ce procédé de fonte, entre les paillettes de PET après broyage et les nouvelles paillettes de PET recyclées, eh bien on peut avoir de la dégradation de votre plastique. On l'a dit tout au début, une matière plastique est constituée d'additifs et d'une matière de base, votre matière polymère. Seul le polymère peut être fondu à des températures élevées, à la température de fusion du matériau pour obtenir un matériau qui est liquide. Seulement tous les additifs que vous avez ajoutés dans votre matière plastique quand vous avez synthétisé votre bouteille, eh bien malheureusement, eux ne supportent pas forcément tous une température élevée et donc peuvent se dégrader. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien au lieu d'obtenir des paillettes avec une couleur qui est celle que vous aviez au départ, eh bien, vous obtenez des paillettes avec une coloration un peu beige, un peu marron, qui montre que vous avez vos additifs qui se sont dégradés. Autre problème, si vos additifs se sont dégradés, eh bien, ils vont aussi tout simplement donner des propriétés différentes à votre plastique. Alors quand vous avez par exemple une résistance au choc ou une élasticité particulière, eh bien, vos molécules d'additifs dégradés vont faire que votre plastique va être moins résistant, va être coloré et va avoir une élasticité qui est complètement différente de votre plastique de base. Ensuite, autre problème, on va avoir également le fait que votre plastique recyclé est souvent de moins bonne qualité. Pas forcément à cause de la dégradation des molécules additives, mais cela peut être aussi dû malheureusement au phénomène de fonte. Je pense notamment à certains polyesters qui, même si ce sont des thermoplastiques et donc ils ont une température de fusion intéressante, eh bien souvent il peut arriver qu'ils vont quand même être légèrement dégradés, ils vont avoir des chaînes légèrement plus courtes et donc vont être de moins bonne qualité. Bref, il est très 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 difficile d'avoir de nouveaux matériaux qui sont synthétisés, produits à partir de plastiques qui sont complètement recyclés. Pour toutes ces raisons, et donc très souvent dans le commerce, vous allez retrouver des nouvelles bouteilles
nouvelles boissons par exemple, qui vont être constituées de seulement 25% de PET recyclés avec 75% de nouveaux PET. Aujourd'hui on arrive parfois à 50%, ou bien carrément à des industries qui arrivent à utiliser uniquement du PET recyclé, mais avec du coup très peu d'additifs. Alors justement, revenons un petit peu sur cette problématique du tri. Pourquoi c'est compliqué? Alors, une des façons de trier différents polymères, eh bien, c'est après broyage de se baser sur la densité. Alors, une densité que vous pouvez retrouver ici. Qu'est-ce que c'est que la densité? Eh bien, c'est tout simplement, vous pouvez le voir ici par exemple pour le polyéthylène, 0,94, eh bien, c'est la masse par rapport au volume d'un composé. Alors lorsqu'on a une densité qui est inférieure à 1, eh bien on va donc avoir un matériau qui flotte sur l'eau. Alors que quand on a une densité qui est supérieure à 1, eh bien on va couler par rapport à l'eau. Et bien justement, l'une des techniques possibles pour trier des paillettes de plastique, eh bien, se base sur le mélange de ces différentes paillettes avec de l'eau. Toutes les paillettes qui vont flotter vont en fait avoir des densités qui vont être inférieures à 1, alors que toutes les paillettes qui vont justement couler vont avoir des densités supérieures à 1. Si vous prenez par exemple une bouteille d'eau, eh bien le bouchon qui est en polyéthylène va avoir une densité inférieure à 1, donc de 0,94, alors que par contre la bouteille va être à 1,38. Ça va vous permettre de séparer les deux composés. Autre technique utilisée, la technique de l'infrarouge, donc un spectre infrarouge que vous pouvez voir ici du polyéthylène terephthalate, donc un polyester, est caractérisé par une bande caractéristique de la liaison ester, donc la liaison entre le carbone et la double liaison de l'oxygène, et l'on obtient ici une bande à 1720 cm-1. Si vous comparez le spectre infrarouge du PET et le spectre infrarouge du polyéthylène, et bien forcément sur le polyéthylène vous n'aurez pas cette bande ester, et donc vous pourrez différencier et bien tout simplement vos polyesters de vos polyoléfines. Le recyclage, on en parle également pour la fabrication de nouveaux matériaux, pas forcément pour le fait de prendre une bouteille plastique pour refaire une bouteille plastique. On peut par exemple, et bien tout simplement, obtenir à partir de bouteilles d'eau des matériaux textiles polyester, comme par exemple des polaires que vous voyez ici. On peut aussi se servir des déchets plastiques pour produire de l'énergie par combustion. Problème de ce type de recyclage, eh bien c'est tout simplement qu'il faut absolument recycler les fumées, en particulier par exemple pour tout ce qui est composé contenant du chlore ou comprenant du fluor, puisque l'on va produire des fumées qui sont toxiques. Donc il va falloir absolument retraiter les fumées en sortant. Et puis on va avoir aussi bien entendu une autre alternative possible, la synthèse de nouveaux matériaux plastiques non dégradables, mais qui sont issus de bioressources, donc qui peuvent être des matériaux biodégradables et éco-compatibles, voire même compostables. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors qu'est-ce que c'est qu'un polymère biodégradable? Un polymère biodégradable, ça appartient à une définition très précise. Donc c'est là où justement j'attire votre attention sur le fait que n'importe quel polymère n'est pas biodégradable. Un polymère biodégradable, c'est un polymère qui est dégradable sous l'action de micro-organismes naturels. Qu'est-ce que c'est que des micro-organismes naturels? Ça peut être des algues, des bactéries ou des champignons. Un polymère qui est biodégradable, si vous le mettez dans des conditions où vous n'avez pas des micro-organismes, typiquement si vous le mettez dans une eau pure sans micro-organismes dedans, vous n'aurez pas de dégradation de ce polymère biodégradable. Alors comment on fait? Eh bien ce polymère, en général, il est biodégradé en deux étapes. Une première étape, qui peut être dans un premier temps la fragmentation des chaînes de polymères. Au lieu d'avoir un grand polymère avec une grande masse molaire de 20 mg par mol, on va obtenir une première hydrolyse enzymatique qui va permettre de couper ces chaînes. Ensuite, ces petites chaînes vont être transformées par les micro-organismes en CO2, en eau et en méthane, c'est-à-dire qu'il va y avoir une métabolisation de ces petites chaînes pour obtenir
des nouvelles molécules, des molécules qui ne sont pas toxiques. On va appeler ça le procédé de minéralisation. Pour qu'on ait un polymère qui soit biodégradable, il faut donc, bien évidemment, que la nature des liaisons chimiques dans le squelette du polymère soit facilement dégradable. Je pense notamment à certains polymères, comme par exemple l'amidon, les polydroxybutérate ou le polyactide, qui ont tous des liaisons chimiques qui sont facilement cassables. Si vous comparez avec les polymères que l'on a vus tout à l'heure issus du pétrole, comme le polyéthylène, le polychlorure de vinyle ou bien le polystyrène, eh bien le squelette de votre polymère est uniquement composé de liaisons carbone-carbone, des liaisons qui sont très difficiles à casser, il est donc très difficile de les dégrader. Si vous regardez ici les polymères biodégradables, comme l'amidon ou bien comme le polylactide, on peut avoir par exemple des fonctions esters qui sont facilement cassables. Pour être biodégradable, il faut donc avoir des liaisons qui soient facilement cassables et ensuite trouver des micro-organismes qui sont capables de les biodégrader. Mais un polymère biodégradable peut aussi être compostable. Quelle est la différence entre compostable et biodégradable? Eh bien, il faut dans un premier temps que votre emballage compostable soit tout simplement biodégradable. Vous pouvez être compostable lorsque vous êtes biodégradable. Par contre, vous ne pouvez pas être compostable si vous n'êtes pas biodégradable. C'est la condition sine qua non. Alors la première chose à faire, c'est il faut que votre matériau soit biodégradable, d'accord, mais très rapidement. C'est-à-dire que un matériau est considéré biodégradable lorsque la biodégradation se fait à 90% en moins de 6 mois. Donc il y a un facteur cinétique dans la compostabilité. Il faut également que ces tests soient effectués en conditions de compostage contrôlé. Comme je vous le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'attendre que votre morceau de plastique biodégradable se dégrade tout seul, à l'air, sur une table au soleil. Il faut qu'il soit dans des conditions de compostage contrôlé, c'est-à-dire en présence de micro-organismes, avec une certaine quantité de micro-organismes, avec une certaine quantité d'enzymes, avec un pH particulier. Cette dégradation, il faut qu'on puisse avoir une perte totale de visibilité dans le compost final. C'est-à-dire qu'il faut que, après 3 mois de biodégradation, les particules que vous retrouvez dans votre compost aient une taille qui soit seulement supérieure à 2 mm pour seulement 10% de votre emballage de départ. Si vous trouvez des particules qui ont une taille supérieure à 2 mm pour une fraction beaucoup plus importante que 10% de votre emballage de départ après 3 mois, on ne pourra pas considérer que votre matériau est compostable. Et enfin, il faut bien entendu qu'après 3 mois, entre 3 mois et 6 mois, eh bien, toutes les particules, y compris les grosses et les petites, soient complètement biodégradées et donc que vous ayez bien eu ce processus de minéralisation pour obtenir uniquement du CO2, de l'eau ou du méthane. Bien entendu, certains matériaux peuvent avoir envie de tricher en rajoutant certains additifs pour favoriser la biodégradation. Cependant, on effectue des tests sur les emballages pour voir s'il y a bien une faible concentration en métaux lourds, donc très peu de catalyseurs qui peuvent être ajoutés. On effectue également des tests de croissance des plantes, donc des tests biologiques pour vérifier que le compost à la fin n'a pas été pollué. Et on vérifie également tout un tas de concentrations en paramètres physico-chimiques, comme par exemple en phosphore, en azote, en magnésium, en potassium. On vérifie également le pH et le contenu salant et tous les volatiles qui vont se dégager de votre compost. Alors, comment on peut synthétiser ces polymères biodégradables? Il existe plusieurs voies de synthèse. Alors, on en a parlé tout à l'heure, l'amidon, les PHA peuvent être des composés qui sont naturels et qui sont des biopolymères qui sont déjà biodégradables. Alors autant essayer de synthétiser des nouveaux emballages qui peuvent être issus de l'amidon ou d'autres matériaux naturels comme la cellulose par exemple. On peut également synthétiser des nouvelles molécules, c'est-à-dire cette fois-ci à partir du pétrole, mais pour obtenir des matériaux qui restent quand même biodégradables
et biocompatibles, voire même compostables. Alors c'est le cas des molécules que vous retrouvez en dessous, le polylactine, le polybutylène succinate ou le polybutylène adipate terephthalate sont des composés qui sont des matériaux très intéressants car ils peuvent remplacer le PET, le polyéthylène, ils ont des propriétés très intéressantes à être utilisées pour les emballages plastiques. Ce sont des polymères qui sont complètement biodégradables dans certaines conditions compostables. Par contre, ce sont des matériaux qui sont issus du pétrole et donc ce ne sont pas des matériaux qui sont naturels. Alors justement, parlons un petit peu du PLA. Comment on synthétise du polylactine? Eh bien le polylactine, lui, peut être également synthétisé à partir de bioressources. Donc c'est un matériau qui est synthétique, c'est l'homme qui le produit. On peut le produire à partir d'amidon, et en plusieurs étapes, on obtient un matériau, un polyester, qui est biodégradable, biocompatible et également compostable. Alors on parle de l'amidon, de pommes de terre par exemple. On réalise dans un premier temps une hydrolyse enzymatique pour obtenir du glucose, puis ce glucose est fermenté pour obtenir de l'acide lactique, et en plusieurs étapes, on obtient la synthèse du polylactine à partir de l'acide lactique. Matériau très très intéressant. Autre matériel, cette fois-ci qui est naturel, les polydroxyalcanoates. Les polydroxyalcanoates ont la particularité d'être synthétisés par des bactéries. Ce sont des polymères qui sont également des polyesters. Et ce qui est rigolo, c'est que la biosynthèse est totalement stéréosélective, c'est-à-dire qu'on obtient des polymères ici avec des centres stéréogènes parce que la bactérie arrive à produire des polymères qui sont avec des propriétés énantiosélectives très intéressantes. La production de polymères aujourd'hui, elle est très 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 importante, nous l'avons vu tout à l'heure, et nous avons vu que malheureusement la majorité d'entre eux, de tous ces plastiques que nous trouvons aujourd'hui, sont issus de ressources fossiles. Alors si je compare avec les polymères qui sont eux issus de bioressources, et bien comme vous pouvez le voir ici, on a très très peu de polymères qui sont biosourcés. Cela représente environ 2 millions de tonnes. On parlait quand même tout à l'heure de 347 millions de tonnes pour la production mondiale de plastique. Donc c'est vraiment dérisoire. Cette production de polymères qui sont biosourcés, donc issus de produits naturels, comme par exemple de l'amidon, eh bien on peut la séparer en deux catégories. Une catégorie de polymères qui sont des polymères fabriqués à partir de ressources naturelles pour produire des polymères qui ne sont pas forcément biodégradables. Et puis on a une deuxième catégorie, les polymères qui sont biosourcés, donc issus de produits naturels, mais qui eux par contre sont biodégradables. Alors deux catégories, à gauche on va retrouver justement tous ceux qui sont biosourcés mais qui ne sont pas biodégradables. Donc on peut effectivement produire du polyéthylène à partir d'éthylène qui est issu de canne à sucre et non du pétrole. Et puis de l'autre côté, on retrouve tous les matériaux qui sont biosourcés et biodégradables, dont fait partie par exemple le PLA. Alors comme vous pouvez le voir ici, et bien finalement, la majorité des plastiques qui sont biosourcés que l'on produit aujourd'hui sont malheureusement des polymères qui sont biosourcés mais qui ne sont pas biodégradables. Pourquoi ? Parce que cela permet aux industriels de pouvoir communiquer sur le côté biosourcé, naturel de certains polymères, mais par contre, ils ne sont pas du tout intéressés par le côté biodégradable. Ça leur permet juste de communiquer dessus, de faire un peu ce qu'on appelle du greenwashing, mais par contre, ils s'en fichent un peu des impacts écologiques et environnementaux. À ne pas confondre donc les matériaux plastiques qui sont biodégradables, comme par exemple des emballages en PLA, les matériaux plastiques qui sont biosourcés, ceux qui sont issus de pétrole, ceux qui sont dégradables et ceux qui sont recyclables, voire même biodégradables, recyclables et carrément compostables. Alors pour classer un petit peu tout le monde et pour différencier un peu tout le monde, je vous ai fait ici un petit tableau pour différencier déjà ce qui est biosourcé de ce qui n'est pas biosourcé, donc ce qui est issu du pétrole, donc pétrosourcé, et puis ce qui est dégradable ou ce qui est non dégradable. Alors dans la catégorie des produits qui sont biosourcés, mais qui par exemple ne sont pas dégradables, on va retrouver typiquement le polyéthylène, et puis le PET, ce sont des matériaux qui sont donc potentiellement biosourcés, mais qui par contre
ne sont pas biodégradables. Vous avez certainement vu dans les magasins des petites bouteilles de coca où on va avoir marqué le petit logo avec une plante verte, une feuille verte, qui montre que ces bouteilles en plastique sont issues de produits naturels. Oui, tout à fait, le plastique est issu de matériaux biosourcés, cependant cela ne transforme pas votre bouteille en PET en un matériau qui est biodégradable. Deuxième catégorie, ceux qui sont biosourcés et biodégradables, comme par exemple le PLA, les PHA, mais aussi l'amidon. Là, on a bien des polymères qui sont biosourcés et qui sont biodégradables, puisque on peut les dégrader par des micro-organismes. Et enfin, on va avoir la catégorie de ceux qui sont pétrosourcés, dégradables ou biodégradables. Et bien, on va retrouver par exemple le polyéthylène de nos bouteilles, si il est fabriqué à partir de pétrole, le PVC, le polypro, le polystyrène, le PET, tous les polymères que l'on connaît actuellement. Et puis on va trouver une autre catégorie de ceux qui sont pétrosourcés, mais qui sont quand même biodégradables. C'est ce qui intéresse de plus en plus beaucoup de laboratoires de recherche. J'attire votre attention également sur pas mal de petites vidéos que vous pouvez retrouver sur Brut. Alors Brut, c'est tout simplement une chaîne que vous pouvez retrouver par exemple sur les réseaux sociaux et qui essaye de vulgariser certaines connaissances scientifiques. Elle tourne encore cette vidéo, c'est une vidéo où on voit cette jeune femme, Imogen, qui est une étudiante en thèse et qui a démontré dans certaines études scientifiques qu'elle a reportées dans une publication, et bien tout simplement que tous les matériaux biodégradables, et même ceux qui sont biodégradables et compostables, et ben, ne se dégradent pas dans des conditions classiques. Donc elle a effectué différents tests en mettant par exemple des sacs plastiques biodégradables et compostables dans la mer, sur terre, etc. Et elle s'est rendue compte d'après ses études que ces polymères ne sont pas biodégradables et compostables. Alors j'attire votre attention sur cette intox, puisque tout simplement les conditions qu'elle a utilisées, je vous invite d'ailleurs à lire cet article, montrent bien qu'elle ne s'est pas mise dans des conditions et bien tout simplement de biodégradation, puisqu'elle ne s'est pas mise dans des conditions où il y avait des micro-organismes qui pouvaient effectivement dégrader ces sacs plastiques. Alors, conclusion de l'histoire, ne jetez pas vos sacs plastiques, que ce soit des sacs biodégradables ou compostables dans la nature, puisque de toute façon ce sont des déchets. Et ensuite, n'utilisez pas de sacs plastiques ou limitez votre consommation en sacs plastiques, qu'ils soient biodégradables ou non, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en Europe et particulièrement en France, on n'a pas encore de filière qui nous permettent de trier ces déchets et de les recycler ou bien de les composter dans des conditions idéales qui permettent de les biodégrader complètement pour avoir une minéralisation complète. Donc il faut absolument limiter notre consommation de plastique. Alors dernière partie, le développement durable, que je vais traiter très rapidement. La définition du développement durable, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le respect de 3 conditions: la protection de l'environnement, la viabilité économique et la responsabilité sociale. Ces 3 composantes sont très importantes si vous voulez eh bien, tout simplement monter votre entreprise, monter votre start-up. Alors en quoi ça consiste? Eh bien tout simplement, on s'est rendu compte que eh bien, ces 3 composés étaient très importants. Pourquoi? Si aujourd'hui vous montez une entreprise qui vous permet d'avoir des principes qui sont très intéressants au niveau de protection de la planète, et si vous voulez que votre entreprise soit viable et qu'elle continue et bien justement d'avoir des bénéfices pour la planète, il faut absolument que vous soyez quand même rentable économiquement pour pouvoir grandir et pour pouvoir continuer et bien, de recruter des personnes dans votre entreprise. Si vous vous favorisez trop un aspect plutôt qu'un autre de ces 3 piliers, et bien qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pouvez pas respecter les développements durables, les conditions du développement durable, et donc et bien, votre start-up ne tiendra pas la route. Alors, une autre possibilité aussi de discuter de développement durable, c'est de parler des 3 capitaux plutôt que des 3 principes: le capital naturel, donc la planète, le capital financier, le capital humain et social, que vous pouvez voir ici. Il faut les 3 pour respecter les 3
capitaux pour pouvoir respecter les principes du développement durable. Alors que quelques exemples de développement durable où justement une innovation peut favoriser un principe plutôt qu'un autre. Si je vois par exemple l'innovation des biocarburants et des biopolymères, on se rend bien compte que la motivation principale, c'est de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Le problème, quand vous favorisez trop la synthèse de biocarburants et de biopolymères, c'est d'obtenir tout simplement une compétition avec l'agriculture. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse finir donc ces diapositives tout seul. Je serai disponible par mail pour toutes vos questions et bien entendu également sur le chat tout à l'heure pour pouvoir discuter un petit peu de ces différents points d'innovation. Merci d'avoir été là et merci de m'avoir écouté. Au revoir.